Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine, Le Siège, qui traite de toutes les questions qui sont vécues dans le Parlement, à l'Assemblée nationale, également au Sénat, mais également dans toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, pourquoi la population quinoise en particulier et celle de la RDC ne ressent pas les retombées du budget national dans la vie de tous les jours? Je vous propose de suivre ce baladeur de la population qui a réagi dans notre rubrique Parole à la base. Na yebi impact na yango ya budget ndenge ezalaka bakote à partir ensemble na yebi ndenge nini ezalaka quoi ba retomber nango ndenge nini ezalaka. Je connais bien na yebi. Bon, pour moi le budget qu'on vote c'est bon, c'est juste une prévision des dépenses de l'État, mais ce qui fait mal c'est quoi? Le peuple ne se retrouve pas dans ce budget, parce que si vous voyez les institutions qui en bénéficient, c'est plus les institutions supérieures. Il y a d'autres institutions qui en bénéficient, mais le peuple qui est les souverains primaires a toujours le problème de se retrouver par rapport à ce budget. Non, budget on a ngai personnel pour nanga na yebi yango te, parce que le servaganga a rien. Ce babi que budget va voter budget pour mboka, donc eza yende pour servir mboka. Mutu nyos tout faut à se retrouver. Mais pour le moment tout le monde a un budget moko to yoka kaka ko yoka et ce qui est uta kawabi ce qui kenda kawabi to éviter et zakananu ya combien budget yango. Maintenant nazo ka ke de la so ba 10 milliards so ba nini boy. Ba e ko uta wapi? Faut ba yebisa biso ko uta wapi? Est-ce que ata eza ba 10 milliards wana na mboka na biso ko la Congo boy, mboka munene boy, mboko ya makambo ebele boy, c'est pe mboko etonda mbongo toyoka kaka ba milliards na ba poche bato, mais ok ba milliards faut na caisse ya l'État na ba poche ben dividité. Voilà, c'est ça le problème, c'est ça. Ce qui est que tolingi mboka na biso vraiment tozala to banda ko atteindre, faut ba budget ezala respecter tant que sami ezala bien réparti d'une façon que peuple peut se retrouver, mboka et se retrouver. Voilà un peu. L'important c'est le budget d'abord, ceux qui vont voter à partir de l'Assemblée, ça pour que ekokana ko prendre ekokana ko soit en charge biloko nyonso eza nécessaire pour se réaliser au courant de l'année. C'est le plan secteur ébélé au juste social, makambo ébélé pour Namboka. Voilà un peu l'idée ezala. Vous l'avez compris, dans ce nouveau numéro du siège, nous allons parler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale sur le plan du budget. Et pour cela, nous avons choisi pour vous un invité qui n'est pas de moindre et que vous connaissez déjà, le docteur, professeur Noël Tchani Mwadjanvita, avec qui nous allons discuter sur toutes ces choses. À suivre. Oui, on m'appelle professeur Noël Tchani Mwadjanvita. Je suis professeur d'université, un ancien haut fonctionnaire international à la Banque mondiale à Washington pendant une trentaine d'années, un ancien banquier commercial et d'investissement à New York pour avoir travaillé à la JP Morgan Chase, qui est la plus grande banque américaine. Mais aussi, j'étais candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018. J'ai raté. Et je suis actuellement président de la compagnie financière d'investissement et de crédit, un holding company, une compagnie basée donc ici à Kinshasa pour faire des activités dans des secteurs différents. Donc, grosso modo, voilà ce que je suis. Je suis docteur en sciences économiques, évidemment, de l'Université de Paris 9 Dauphine en France. Le budget est une prévision de recettes publiques et de dépenses publiques pendant une période de temps bien spécifique et généralement on calcule le budget, on prépare le budget sur une période donc annuelle donc d'un an. C'est-à-dire que l'État congolais
entrevoit de pouvoir réaliser autant d'argent comme recette publique, l'argent qui serait disponible pour pouvoir financer ces différents besoins, ces différentes dépenses publiques. C'est ça un budget. Et généralement, il est préparé par le gouvernement, présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale, qu'il approuve, qu'il envoie au Sénat, qu'il approuve, qu'il envoie au chef de l'État pour promulgation. À ce moment-là, ça devient donc la loi des finances. Donc voilà grosso modo l'idée qu'il faut se faire donc du budget de la République démocratique du Congo. Nous sommes un grand pays qui a beaucoup de problèmes de développement et qui nécessite beaucoup de moyens. Dans le cadre d'une vision de développement que moi personnellement j'avais élaborée, qui est le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, j'avais estimé que notre pays a besoin d'un budget de 75 milliards de dollars par an, a besoin d'un budget pour pouvoir faire toutes les dépenses qu'il faut, investir donc dans le fonctionnement des institutions, mais également faire des dépenses d'investissement pour construire les infrastructures, les routes, construire les écoles, les hôpitaux et consorts. Donc 75 milliards de dollars par an, ce serait un budget réaliste. Malheureusement, le pays a été mal géré depuis des décennies. À cause de ça, l'assiette fiscale est très réduite et les sources de provenance de revenus pour l'État sont très limitées en attendant qu'on puisse faire une certaine réorganisation interne. Par conséquent, le budget actuel de 10 milliards de dollars par an, à mon avis, représente une amélioration considérable par rapport au budget de 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards qu'on a connu pendant plusieurs années sous le régime de Kabila. Donc 10 milliards, c'est déjà une amélioration considérable par rapport à ça. Mais ces 10 milliards continuent à être en deçà de ce dont le pays a besoin pour fonctionner normalement. Comme je viens de le dire tout à l'heure, on a besoin d'au moins 75 milliards par an. Oui, au fait, il s'agit du professeur Luzolo Bambi qui avait estimé que chaque année, la RDC perdait de 10 à 15 milliards de dollars en termes de fraude fiscale et détournement de fonds publics. Donc, c'est une estimation qui est tout à fait réaliste, qui tient compte donc de la réalité sur le terrain. Notre pays, il faut l'admettre, nous sommes classés parmi les pays les plus corrompus du monde par Transparency International. Et nous devons faire un effort pour arriver à lutter contre la corruption et certaines autres antivaleurs, telles que les détournements des fonds publics, la fraude fiscale, fraude douanière, ainsi de suite. Alors, quelle est la recette que moi je propose? C'est de faire fonctionner l'état de droit. L'état de droit fonctionnerait si tous ceux qui sont suspectés d'être corrompus sont dénoncés par la population et il y a des organes de l'État qui s'occupent de pouvoir les prendre en charge, les amener au tribunal, les juger, les condamner, les foutre en prison, mais aussi récupérer donc tous les biens qu'ils auraient acquis malhonnêtement à travers la corruption et le détournement des fonds publics. Si nous le faisons sans pitié pour tout le monde, le message va être très clair. Je salue déjà quelques cas de lutte contre la corruption que nous connaissons. Notamment, il y a eu le procès Kamer qui a été très éducatif. Kamer se trouve aujourd'hui donc en prison. Il y a maintenant le procès de M. Augustin Matata Pogno, ancien Premier ministre, avec ses coéquipiers dans les détournements des fonds publics dans le cadre du procès de Bukangalonzo. Donc, c'est aussi des procès qui ont un rôle éducatif pour la population. Donc, je demande que la justice puisse s'appliquer de plein fouet, sans complaisance, que s'il y a eu des tournements et que si cela donc est prouvé, qu'il y ait des sanctions donc exemplaires et confiscation de tous les biens de ceux qui avaient détourné donc ces fonds-là. Si on le fait de cette façon-là, je crois que ce sera une façon de donner un message clair à la population que la corruption et les détournements de fonds publics ne sont pas acceptables. Mais moi, je voudrais aller plus loin. Je voudrais que tous ceux qui sont accusés de corruption et qui ont été jugés et qui ont été condamnés ne soient plus autorisés à occuper des mandats publics, ne soient plus autorisés à postuler pour des mandats électifs, que ce soit des citoyens hors la loi traités comme tels. Et déjà pour en arriver là, je souhaite qu'on puisse établir un numéro téléphonique quelque part qui sera
populariser au niveau de tout le monde, un numéro qui serait connu de tout le monde, pour qu'on dise à la population, si vous connaissez simplement un individu qui détourne les fonds publics ou qui est corrompu, appelez ce numéro-là de façon unanime, on ne va pas dénoncer votre nom. Si on mène des enquêtes et on trouve que la personne a été corrompue effectivement ou bien il a corrompu d'autres personnes, on va arrêter la personne, l'amener au tribunal, la juger, la condamner. Et en ce moment-là, vous qui avez donné l'information, vous serez récompensé. Par exemple, un certain pourcentage de ce qu'on va récolter en termes donc de lutte contre la corruption. Si on a récolté donc $1 million, on vous donne par exemple 5 à 10% de récompense. Je crois que par ce mécanisme-là, il y aura tout plein de dénonciations des cas de corruption. On va prendre ces gens-là, les amener devant la barre, les juger et récupérer donc les fonds publics qui pourront être utilisés à financer des programmes donc, de développement, notamment ces fonds publics qui vont être récupérés, peuvent être plongés encore donc, dans le budget national pour cette année-là, pour financer donc, des différents programmes que le gouvernement donc, entreprend. Si on fait ces choses-là, moi je pense que ce sera une façon efficace de lutter contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. Vous savez, les budgets tels quels n'aura pas grand impact sur le niveau de vie de la population. Ça, il faut le dire. Donc, c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut être réaliste pour qu'on ait une vision de développement à exécuter sur une période de temps relativement longue. Ceux qui font des promesses à la population qu'on va faire ça en un an, ils sont en train de faire la démagogie. Moi, j'ai proposé un plan Marshall qui va porter sur 15 ans avec l'idée que progressivement, on va faire des choses qui vont transformer la façon dont l'État congolais fonctionne pour qu'on puisse capter plus de ressources publiques, qu'on investisse dans des gros projets d'investissement, des projets à haute intensité, des main-d'œuvre qui vont créer des emplois pour les Congolais et leur donner des salaires décents. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ressentir les conséquences des politiques gouvernementales actuellement? C'est que ces politiques gouvernementales portent sur une portion très minime de notre économie. Et par conséquent, la grosse portion de la population n'est pas atteinte par ces politiques gouvernementales. Pour qu'on arrive à améliorer le niveau de vie de la population, il y a 2-3 choses que moi je conseille, on doit faire nécessairement. La première des choses, c'est de créer des emplois pour les gens. Toute personne qui est au chômage, qui trouve du travail, il sort de la pauvreté automatiquement si on lui paye un salaire décent. Et aujourd'hui, nous avons 85% de la population congolaise au chômage. Ça veut dire que nous avons au moins 85% de la population dans la pauvreté. Créons des emplois à travers des politiques à haute intensité de main-d'œuvre, de construction de grands travaux d'infrastructure. Moi, je suis toujours sidéré de voir que nous sommes dans un pays où il y a tout à faire, mais il y a des gens au chômage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je donne l'exemple. Ici, pour la ville de Kinshasa, on doit mettre les gens au travail, rien que nettoyer les rivières que nous avons qui sont remplies aujourd'hui donc de déchets, ça crée de l'emploi pour les gens. Prenons, achetons des boots, donnons aux gens avec des pare-dessus en plastique qu'ils puissent se protéger correctement et on met ces gens pour nettoyer ces rivières comme la rivière Kalamu, comme la rivière Gombe, ainsi de suite. On peut faire ces choses-là en utilisant la main-d'œuvre qui est là abondante mais qui n'est pas utilisée aujourd'hui, des gens qui se trouvent au chômage. La construction des routes. Je voudrais vous donner l'exemple des îles du Cap-Vert. Les îles du Cap-Vert, c'est un pays très pauvre, mais toutes les routes sont construites. Elles sont construites comment? Les gens coupent des pierres et construisent donc les pavements avec ces pierres-là. Nous pouvons faire la même chose au Congo. Si on le fait pour construire toutes les routes de la RDC, on aurait à créer des emplois pour des millions de Congolais qui sont au chômage actuellement. Donc nous devons être imaginatifs pour arriver à créer des emplois pour les gens. Donc si on crée l'emploi pour quelqu'un, il sort de la pauvreté. Maintenant, il faut garantir à ce quelqu'un qui a trouvé du travail, il faut lui garantir donc un salaire minimum garanti, c'est-à-dire un salaire qui lui permette de vivre correctement. Non, les réserves de change de la Banque centrale jouent un rôle important dans une économie. En réalité, pour simplifier le langage, pour que tout le monde puisse comprendre, les réserves constituent les épargnes que le pays s'est constitué. C'est comme si vous avez votre famille, vous avez un salaire de $1000 par mois,
vous dépensez pour le loyer, pour la nourriture, pour le transport, pour les soins médicaux, vous avez dépensé un total de $600. Donc, vous avez un salaire de 1000, vous avez dégagé des épargnes de combien? De $400. Si vous faites $400 et vous multipliez cela par 10 mois, vous aurez épargné donc $4000. Ça constitue donc les réserves. Vous les mettez de côté avec l'idée que quand vous aurez des problèmes dans l'avenir, vous pourrez tirer dans vos épargnes et arriver à répondre donc à ces besoins imprévus. Au niveau du pays, on appelle cela donc des réserves d'échange. Les réserves d'échange sont des épargnes qui sont dégagées par le pays, qu'on met de côté avec l'idée qu'on peut utiliser cela en cas de période difficile. Par exemple, comme on a connu la pandémie de Covid-19, qui n'était pas prévue et qui nécessite beaucoup de moyens pour acheter des vaccins pour les gens, acheter donc des médicaments pour les personnes, et ainsi de suite. On peut tirer dans les réserves d'échange pour faire face à cet événement qui était imprévu. Mais dans le cadre du fonctionnement normal d'une économie, les réserves peuvent être utilisées aussi par la Banque centrale pour intervenir sur le marché d'échange afin de stabiliser la valeur de la monnaie. Si aujourd'hui il y a une attaque sur le franc congolais et que si on n'intervient pas, les taux d'échange vont se déprécier davantage, créant en conséquence une augmentation donc, du taux d'inflation et une augmentation du niveau général des prix qui pourrait affecter le pouvoir d'achat de la population. On peut tirer sur les réserves, injecter dans l'économie, qui est suffisamment de devises disponibles dans l'économie et la pression sur la monnaie sera donc réduite. C'est ça le rôle des réserves. Alors maintenant, notre économie, est-ce qu'elle dégage suffisamment de réserves d'échange? Je dirais non. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on a vu qu'on était pratiquement arrivé à moins de 2 semaines de couverture des importations par les réserves d'échange, ce qui est vraiment très minime. Alors, on a dû bénéficier des concours de circonstances dans le cadre de programme avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. On nous a récompensé en nous donnant, en nous faisant des dons. Quand on a obtenu des dons dans le cadre de la lutte contre la Covid, et ces dons-là se sont accumulés venant du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, et on a totalisé aujourd'hui 3,3 milliards de dollars, que je considère encore très faible, très minime. Pourquoi? Parce qu'un grand pays comme la RDC, qui n'a que 3,3 milliards de dollars donc de réserves d'échange, alors qu'un pays comme le Nigeria a environ 45 milliards de réserves d'échange, l'Angola doit avoir environ 35 milliards de réserves d'échange. Nous sommes très loin en dessous de ce qu'il nous faut pour nous dire que nous sommes confortables au niveau de la situation macroéconomique du pays. Mais c'est un début, parce que nous venons de loin, nous venons d'une base zéro et on a déjà atteint 3,3 milliards de dollars. Moi, je vais proposer au gouvernement très bientôt faire une proposition de comment on peut utiliser ces réserves de 3,3 milliards de dollars pour que ça puisse avoir un effet multiplicatif sur l'économie. Parce que ça ne sert à rien de garder l'argent dans un compte pendant qu'on a des gens qui meurent donc de faim. Et je dirais très bientôt, je vais sortir une proposition très concrète de comment on peut redynamiser l'économie congolaise pour créer des emplois pour la population, mais en même temps aussi créer donc la base du développement économique qui pourra profiter donc à tout le peuple congolais et faire bon usage de ces réserves d'échange qui chôment dans les comptes au niveau donc de la Banque centrale et qui ne produisent absolument rien. Bon, basé sur les informations disponibles, je crois qu'il y a un problème de conscientisation qui a été fait, un travail de conscientisation qui a été fait par l'IGF et c'est un très bon début. L'IGF a pour mission de pouvoir jouer le watchdog, si je peux dire, le chien de garde pour aller dans les entreprises publiques, dans tous les services publics, voir s'il y a détournement, s'il y a corruption, sonner la sonnette d'alarme et d'alerte. Et si on trouve qu'il y a des indices sérieux de corruption, de détournement, amener ces gens-là au tribunal, comme le cas de Matata Pogno aujourd'hui. Alors, moi, je salue ce travail-là. Je voudrais qu'on puisse faire davantage pour que tous les services publics soient audités, soient inspectés et soient traités de la même façon pour qu'on ne puisse pas avoir des individus récalcitrants qui profitent donc des biens de l'État et qui ne permettent pas à notre pays de pouvoir avoir un budget important. Donc, je salue non seulement le travail de l'IGF, mais le travail de l'inspecteur général des finances, Jules Alingué Teke, qui, depuis qu'il est arrivé là-bas, a transformé complètement l'image de l'IGF et donne espoir que si on travaille correctement, ce pays peut mobiliser beaucoup plus de ressources qu'on peut utiliser pour le développement du pays.
Au fait, il ne s'agit pas de la loi sur la congolité. La congolité implique qu'il y a des gens à qui on enlève la nationalité, comme ce fut le cas de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas de la RDC aujourd'hui. Donc ce terme de congolité, il faut l'oublier parce qu'il est inventé par les ennemis de la République, nos détracteurs, qui veulent en quelque sorte décourager la population sans que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de verrouiller l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté nationale en les réservant exclusivement aux Congolais qui soient nés de pères et de mères congolais. Cela ne veut pas dire que les autres Congolais qui ne sont pas des pères et des mères ne sont pas des Congolais. Ils sont tous des Congolais, ils peuvent tout faire dans leur pays, ils peuvent occuper tous les postes, sauf une trentaine de postes qu'on va réserver à ceux qui sont 100% Congolais, 100% Congolais nés de pères et de mères congolais, pour des raisons de souveraineté nationale, pour s'assurer qu'à ces postes-là, qu'on ait purement et simplement des gens qui seraient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui n'ont pas de loyauté partagée entre la RDC et notre pays. Imaginez par exemple si on a un président qui est issu de pères rwandais et de mères congolaises. Ce président de la République ne pourrait jamais être loyal à 100% à l'égard de la RDC. Donc nous voulons enlever ce conflit d'intérêts au sommet de l'État en mettant simplement des Congolais qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Mais les autres Congolais continuent à être Congolais, ils peuvent occuper tous les postes possibles. Et ici, quels sont les postes qui seraient verrouillés? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, les hauts magistrats de la République, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire Finances, Justice, Intérieur, Affaires étrangères et Défense, mais aussi le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante de la CENI, le directeur général des migrations et aussi l'administrateur général de l'ANER. Ces postes-là et aussi le haut commandement militaire de l'armée et le haut commandement du commissariat général de la police nationale. Ces postes-là seraient verrouillés. On a totalisé environ 35 postes. On y ajouterait aussi les gouverneurs des provinces. Donc environ 35 postes. J'estime que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas de la discrimination dans un pays de 105 millions d'habitants en disant qu'on réserve ces postes simplement à tel groupe de personnes pour s'assurer que le pays soit donc dans de bonnes mains. Alors, au-delà de ça, il y a aussi un deuxième élément, c'est-à-dire nous allons modifier la Constitution pour déclarer le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire que si vous êtes Congolais et que vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité étrangère, moi j'appelle ça des papiers, pour être en mesure de travailler dans ces pays-là. Et en ce moment-là, vous n'allez pas perdre la nationalité congolaise. La nationalité congolaise devient irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on sera enterré congolais. Si vous prenez une autre nationalité étrangère, ça vous regarde. Nous, ça ne nous regarde pas. Donc, voilà en quelque sorte donc, ce que nous avons proposé. La loi a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale par le député exceptionnel, Singhi Pouloulou, et a été réceptionné en bonne et due forme par le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée a des procédures internes pour arriver à programmer les débats sur la loi. Pour le moment, pour cette section budgétaire, il y avait des priorités. Les priorités, c'était quoi? De mettre en place le bureau de la CENI, parce que les élections doivent être préparées dans les délais constitutionnels. On a déjà fait ça. Maintenant, on parle donc du principe de la reddition des comptes, donc en ce qui concerne donc le budget de l'année dernière. On est en train de travailler donc là-dessus. Il y aura le budget rectificatif de l'année 2020 pour corriger certaines prévisions qui n'ont pas collé donc à la réalité. Et enfin, on va adopter le budget de l'année 2022. Une fois qu'on a terminé avec ces priorités budgétaires, en ce moment-là, on pourra regarder la programmation donc d'autres projets de loi. Et en particulier donc la loi que nous avons initiée ici, donc la loi de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté, qui est connue actuellement comme étant la loi Tchani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté. Donc, patientez s'il vous plaît, la loi va être programmée, il y aura un débat houleux, et vous, la population, je vous invite à regarder étroitement vos députés nationaux. Ceux qui sont des nationalistes vont soutenir cette loi. Ceux qui ne le sont pas, vous allez vous poser la question, est-ce qu'ils méritent d'être à l'Assemblée nationale? Donc, et tout cela, vous allez vous prononcer en 2023. Donc voilà où nous sommes actuellement avec la proposition de loi que moi j'anticipe va être votée dans ce pays pour qu'on puisse protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, promouvoir l'unité nationale et nous mettre donc au développement accéléré de la République démocratique du Congo.
Je voudrais demander à tous nos compatriotes que nous puissions nous unir, nous mettre ensemble pour regarder dans la même direction. Il y a 2-3 sujets qui, je pense, défrayent la chronique et nous devons être attentifs à cela. Vous avez entendu qu'il y a 2 chansons qui ont été chantées par des jeunes artistes congolais, le groupe MPR et un artiste qu'on appelle Bob Elvis. Je voudrais d'abord saluer l'ingénuité de la musique congolaise, des musiciens congolais. Ils ont beaucoup de sens d'imagination pour nous amener à réfléchir sur des choses parfois qu'on semble pouvoir donc négliger. Bob Elvis a écrit une lettre à Étienne Tshisekedi qui est décédé il y a quelques années. Paix à son âme. Il a écrit une lettre dans laquelle il lui fait le compte rendu de ce qui s'est passé après sa mort. Il a accusé tout le monde. Il a en quelque sorte porté à la connaissance de notre héros national Étienne Tshisekedi ce qui se passe dans ce monde ici. Moi, je voudrais saluer cette fertilité d'esprit, cette imagination d'esprit. Il m'a d'ailleurs qualifié donc de savant dans sa présentation, bien qu'il m'a titillé après cela en disant savant, mais il y a des petits problèmes. Bon, je respecte son évaluation. Je l'invite d'ailleurs à une rencontre pour qu'il puisse découvrir que je suis savant dans la vie privée, dans la vie publique, mais également un citoyen ordinaire qui vit normalement avec tous ses compatriotes. Donc je voudrais saluer cette ingénuité-là et je pense que ce n'est pas utile que les autorités publiques interdisent la circulation de ces chansons-là. Cette chanson, tout comme la chanson du groupe MPR qui fait le bilan en quelque sorte de la gestion du pays pendant les gouvernements successifs depuis 1960. Et le bilan que le groupe MPR a fait n'est pas différent du bilan que moi j'ai fait dans le cadre du plan Marshall. Chômage, misère, pauvreté, détournement de fonds publics, manque de vision claire de développement, manque de résultats tangibles sur le terrain. Donc c'est le diagnostic que moi j'ai fait sur le plan intellectuel et ils ont repris ça sur le plan musical. Donc je voudrais saluer donc cela. Par conséquent, je demande aux autorités de ne pas interdire ces chansons-là. Ça fait partie de la liberté d'expression, ça fait partie d'un appel qu'on fait à ceux qui sont sur le terrain, qui sont des autorités, pour qu'ils puissent doubler d'efforts afin de mieux faire et délivrer au peuple congolais une meilleure performance que celle que nous avons donc jusqu'à présent. Je voudrais saluer cela. Il y a un deuxième aspect que je voudrais aussi saluer dans la conclusion, c'est la relation entre les combattants et les musiciens. Quand Kofi Olomide va jouer en Europe, on empêche qu'il puisse jouer ou bien Noël Erason ou bien Jean Koubal de Kalala, ainsi de suite. Je voudrais demander à nos compatriotes dans la diaspora de pouvoir réfléchir 2 fois. Parce que ces groupes musicaux, non seulement qu'ils vendent la culture congolaise à l'étranger et dans le monde, mais aussi ils créent des emplois pour les Congolais. Ce sont des petites et moyennes entreprises. Donc, je pense que en refusant qu'ils jouent en Europe, on pénalise le peuple congolais. Ceux qui pouvaient avoir du travail avec ces groupes musicaux, ils sont pénalisés, ils se retrouvent au chômage, ils n'ont pas donc de revenus. Et en plus de cela, quand ces groupes musicaux jouent en Europe, ils gagnent beaucoup d'argent qu'ils ramènent au pays, à investir dans des projets sociaux, dans d'autres projets donc rentables pour le pays. Donc je voudrais comprendre pourquoi on continue à avoir cette rivalité-là. Et je lance donc un message à mes compatriotes, mes jeunes frères d'ailleurs, qui sont mes amis, Commandant Esso, Boketcho Premier, Henri Mouké, et d'autres, il y a eu même les Rex Kazadi, je ne sais pas où il se situe donc actuellement, il y a eu d'autres combattants en Europe, dans différents pays. Je voudrais venir là-bas vous rencontrer pour que nous puissions faire peut-être la liste de doléances, pour que je sache exactement ce que vous réclamez et pourquoi vous faites cela. Après avoir terminé cela, je vais avoir une rencontre avec tous les musiciens de la RDC pour leur dire, voici ce qu'on vous reproche, qu'est-ce que vous pensez. Et après cela, nous allons faire une table ronde. D'un côté, on aura des combattants, de l'autre côté, on aura des musiciens et nous allons trouver un modus vivendi pour que nous puissions aplanir nos divergences et commencer à travailler d'après la nouvelle compréhension en nous respectant mutuellement mais en contribuant tous, chacun de nous dans son domaine au développement du pays. C'est une initiative personnelle que j'ai lancée et je vais poursuivre donc cela. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège que vous avez l'habitude maintenant de suivre. Merci à toutes nos chaînes partenaires. Merci à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et qui êtes de plus en plus nombreux. Nous nous retrouvons, comme j'aime le dire, dans les prochains jours sur les mêmes antennes et avec le même plaisir. Au revoir.